Régénération Caraïbes, le podcast. Régénération. Écoute. Bonjour, bienvenue dans Régénération Caraïbes, le podcast de la transition écologique et énergétique dans la Caraïbe. Je suis Bertrand Viret et aujourd'hui, nous recevons Boris Bourdon. Boris Bourdon, créateur et fondateur de Créole Paille, entreprise guadeloupéenne de distribution de paille écologique et durable, qui distribue en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, mais ailleurs aussi. Boris, je suis très content de te recevoir dans l'émission. Ça fait longtemps que j'entends parler de ton entreprise. Je me demandais qui était derrière cette belle initiative. Je vais te proposer, dans un premier temps, de te présenter simplement et peut-être nous dire comment tu en es arrivé à lancer cette entreprise durable en Guadeloupe. Donc Boris Bourdon, comme tu l'as dit, je suis président et fondateur de Créole Paille, qui est une entreprise spécialisée sur les pailles pour boissons, qui sont des alternatives en fait au plastique à usage unique. On a une législation qui a été mise en avant pour la suppression du plastique à usage unique. Et aujourd'hui, de Créole Paille, j'en ai fait le spécialiste des pailles pour boissons aux Antilles-Guyane, donc Guadeloupe, Martinique, Guyane et d'autres territoires où j'exporte aujourd'hui mes produits. L'idée était d'offrir des alternatives qualitatives aux pailles en plastique. Et depuis 4 ans, je suis en plein dedans. Excellent. Donc, tu as fondé ça, c'est ça, en 2018. C'est ça. Mais avant ça, tu as un parcours atypique et intéressant. Je pense que ça vaudrait le coup de le partager. Alors, on est vraiment sur une reconversion professionnelle, ouais. En tout cas un début d'aventure. Initialement, je travaillais dans le secteur bancaire, donc banquier pendant 15 ans, au contact des professionnels. Et en 2018, mon épouse a eu une opportunité professionnelle sur la Guyane. On a décidé d'en faire un projet familial. Je dis ok, je te suis, on y va. Et se poser la question de savoir si je continuais effectivement dans la banque ou voler de mes propres ailes. Alors, en amont, j'avais déjà eu une expérience professionnelle pendant que j'étais banquier, où j'avais créé en fait une entreprise qui était spécialisée sur la livraison des paniers de fruits et de légumes. Donc c'est une entreprise qui s'appelait le panier du maraîcher. Et toujours dans l'innovation, de proposer des services un petit peu innovants qui n'existaient pas à l'époque et qui fonctionnent très très bien post-Covid. Et cette entreprise m'a donné cette envie d'entreprendre, de créer, d'innover. Et quand je suis parti sur la Guyane avec mon épouse, l'entreprise, je l'ai vendue. D'accord. Donc j'avais toujours cette envie de pouvoir créer quelque chose et d'innover. Et arrivé en Guyane en 2018, il m'a fallu 1 mois pour trouver l'idée qui me permettrait de créer mon entreprise et d'innover sur les 3 territoires, donc Guadeloupe, Martinique, Guyane, où je voulais surtout créer un modèle économique unique. Et Créole Paille est né là-bas. Alors, donc, tu as une première expérience entrepreneuriale, Oui. parce que souvent, on dit que les entrepreneurs, avant de réussir, ils se plantent une fois ou deux. Et toi, c'était pas le cas, tu t'es pas planté. Non. Mais Donc, pour l'instant, on va toucher du bois. ouais. Donc non, les choix sont judicieux, sont réfléchis. Maintenant, il y a toujours une chose que j'aime bien dire, on a le droit de se tromper, mais on n'a pas le droit de rien faire. Ouais. Je pars dans cette optique et parce que j'ai quand même je fais des études commerciales qui ont mes expériences passées sur mes formations initiales, Ouais. le travail aussi au niveau du secteur bancaire, au contact des professionnels, Effectivement. m'a permis d'avoir une vision un petit peu globale d'une activité d'entrepreneur. Ouais. Donc je suis parti avec un gros savoir théorique qu'il fallait que je mette en pratique. D'accord. Donc en fait, tes expériences quand même en tant que banquier, même si c'est une reconversion, tout ce que tu as pu acquérir comme expérience, Oui. tu les mets à profit aujourd'hui ? Exactement. Donc l'idée de Créole Paille, en 2018, on a une législation c'est la loi AGEC, qui supprimait le plastique à usage unique. Et on a tous en mémoire cette tortue où on retirait la paille. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais. Et cette loi est partie de ce déclic où on a décidé, en tout cas le gouvernement a décidé de mettre en avant une loi pour mesurer notre impact sur l'environnement. Et le plastique à usage unique en fait partie. Et en 2018, je me suis posé la question par rapport à la législation, me disant, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Si aujourd'hui on doit supprimer les pailles en plastique, quelles seront les alternatives qu'on va proposer ? Et là, j'ai commencé à chercher des solutions. Je me suis dit qu'il y a peut-être un modèle économique à mettre en place sur une paille biodégradable et compostable que je pourrais proposer aux territoires qui me sont chers, qui sont la Guadeloupe, Martinique et Guyane.
D'accord. Voici comment est née l'idée. Donc, c'est vraiment une démarche réfléchie en me disant qu'à un certain moment, quand l'application de la loi sera effective, il faudra un acteur qui sera la référence. D'accord. Et aujourd'hui, depuis 4 ans, CréolPay est la référence. Ouais. Donc, tu avais vraiment une oreille tendue parce que tu étais en mode je cherche une idée pour entreprendre. Tu avais une oreille tendue parce que c'est vrai qu'on en a tous entendu parler à un moment donné qu'on n'aurait plus de paille. Mais pour beaucoup, bon, c'est une idée qu'on entend, qui passe là. Oui. Est-ce que tu as creusé, est-ce que tu as fait de la veille J'ai fait de la veille. Forcément. C'est des lectures, des échanges, mais surtout, effectivement, beaucoup de lectures. On a l'avantage aujourd'hui d'avoir une facilité d'accessibilité à l'information via Internet, via des documents spécialisés. Je me suis dit qu'il y a quelque chose à trouver. On passe d'une paille en plastique que tout le monde utilisait pour les cocktails, les boissons, à aujourd'hui une paille en matière végétale. Ouais. Alors, à l'époque, on pouvait se dire, bon, bah, écoutez, la solution va être trouvée par les industriels. La paille en carton a été celle qui a été la plus utilisée, et aujourd'hui, celle qui est encore la plus utilisée. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à chercher dessus, d'innover, et de proposer quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Ouais. Et alors ça, on va en parler, on va regarder tes produits après, pour revenir sur cette problématique du plastique, parce que c'est vrai que, bon, au niveau environnemental, il y a énormément de préoccupations et d'enjeux actuellement. Les microplastiques, que j'ai lu qu'on consommait l'équivalent d'une carte de crédit par semaine. Oui. Alors, je vais donner un chiffre. Aujourd'hui, en France, c'est 8 millions de pailles par jour qui sont jetées. Encore aujourd'hui? Oui. Wow. C'est parlant. Ça veut dire qu'on en consomme. Aujourd'hui, post-Covid, alors j'aime bien parler de post-Covid puisqu'il y a un changement de consommation entre avant, pendant et après. On aime aller au restaurant, on aime partager des moments. Alors encore plus en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, tout est festif. De la veillée au carnaval, on aime faire la fête. Ouais. Et forcément, qu'est-ce qu'on y retrouve? On retrouve des pailles. Donc il y avait quelque chose à faire dessus. Donc c'est pour ça que je répète, il y a vraiment une démarche réfléchie en me disant qu'aujourd'hui on passait de paille en plastique à matière végétale et la matière végétale a une durée de vie. Donc il y aura forcément une problématique qu'on aura trouvée au moment où on passait sur la législation. Ouais. Et c'est là que j'ai trouvé des solutions. Ah, d'accord. Parce que c'est vrai qu'une paille classique, elle met quoi, 450 ans à se dégrader? C'est ça. C'est ça. On est sur un impact environnemental qui est parlant. Et aujourd'hui, avec les pailles biodégradables ou compostables, on est sur une dégradation qui est aussi généralement entre 100 et 240 jours. Ouais. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Voilà. Ouais. Ok. Donc l'idée de faire de la paille... Alors, il y avait effectivement l'option paille en carton, que bon, effectivement, ça peut se recycler. Mais toi, tu as décidé d'aller plus loin et tu travailles avec des matériaux qui sont biosourcés, en fait, de matière végétale. On est sur des matières végétales, exactement. Alors, j'aime bien utiliser le terme de compostable. Ouais. Il y a une différence entre du compost industriel et du compost domestique. Aujourd'hui, tous les produits que je propose, on peut les composter chez soi. C'est vraiment l'avantage. On est vraiment dans cette démarche-là. En l'occurrence, aujourd'hui, mon fer de lance, c'est la paille en canne à sucre. Ouais. Qui est de la bagasse. Ouais. Et aujourd'hui, la bagasse, elle peut être dégradée sans aucun problème au contact des éléments naturels tels que le chaud, le froid, le vent. L'humidité. Exactement, au bout de 240 jours max. Max, et c'est-à-dire que chez nous, sous nos latitudes, où c'est encore plus chaud, plus humide, ça doit être plus rapide. Ouais. On peut faire le test, vous laissez la paille, vous avez un acte d'incivilité, vous savez que cette paille va disparaître au bout de quelques jours. Ouais. De quelques jours, d'une centaine de jours maximum. Ouais. Et ouais, très bien. Et alors, c'est vrai que les critères de compostabilité, c'est important parce qu'à un moment donné, on a eu des sacs plastiques dans les supermarchés qui étaient compostables. Maintenant, il y avait de la peinture dessus. Alors tout ça, c'est des matériaux qui étaient dégradables. Maintenant, de là à le mettre dans son compost, sachant que ça va nourrir nos plantes. C'est vraiment la différence. La différence, elle se fait sur les matières qui composent la paille. Aujourd'hui, c'est de la bagasse. Mais il n'y a pas que de la bagasse, j'ai des liants naturels pour avoir une rigidité au niveau de la paille. Alors, on est sur des secrets industriels, bien évidemment. Je ne vais pas tout dévoiler à votre niveau. Mais pour avoir le label OK Compost, on a un liant naturel.
D'accord. C'est le gros avantage. Et aujourd'hui, mes pailles sont labellisées OK Compost. D'accord. Et ça, c'est un label qui est européen ou C'est un label en fait qui est régi par des organes de contrôle. Parce qu'aujourd'hui, tous mes produits sont contrôlés. Parce que je travaille en collaboration avec la DEETS, la DGSRF. Et pour avoir ce label, il faut effectivement avoir un produit naturel. D'accord. Je pense que ça serait pas mal qu'on passe à travers tes produits, justement, ou qu'on les regarde un petit peu. Exactement. Donc aujourd'hui, alors quand on dit que Créole Paille est le spécialiste de la paille, la paille, vous pouvez l'utiliser, il y a plusieurs utilisations. Aussi bien pour un soft, une boisson fraîche, que pour un smoothie, que pour un bubble tea. Et ça nécessite en fait d'avoir des diamètres différents. Vous pouvez aussi bien avoir un soft avec un diamètre de 6 mm, passer sur l'intermédiaire du 8 mm pour les boissons plus épaisses, et encore plus épaisses, on est sur du 12 mm pour les bubble tea. Oui, d'accord. Donc on est vraiment spécialiste de la paille, et vous avez aussi le modèle emballé, mais ça reste que pour l'hygiène, par rapport à tous ceux qui vont emporter, et j'en passe. Oui, tout à fait. Donc on est vraiment sur la référence des pailles pour boissons. Du coup, alors c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'en voir assez souvent en allant au restaurant. Ça veut dire que le travail est bien fait. Ouais, tout à fait, c'est bien. Par contre, c'est vrai qu'on en voit moins souvent dans les food trucks, les camions à bokit et compagnie. Pour une question de coût. En fait, aujourd'hui, quand vous allez chez un food truck, pour un bokit ou un agoulou, vous allez surtout pour l'agoulou et le bokit. Ouais. Pas spécialement pour la boisson que vous allez emporter. Et là, va avoir la notion de qualité. Enfin, le restaurateur, il s'en moque de donner une paille qualitative, puisque vous venez avant tout pour son bokit et son agoulou. Donc, il propose généralement une paille emballée qui est en carton, qui est moins chère, et pas forcément qualitative. Donc, ce type de client aujourd'hui, je ne travaille pas dans la totalité avec eux, même si certains utilisent mes pailles, puisque j'ai aussi une casquette de fournisseur avec les grossistes de l'emballage sur place. Mais je travaille essentiellement avec des bars, des hôtels, des restaurants, où la notion de qualité est importante. Ouais, d'accord. Et alors justement, ça c'était une de mes questions. Est-ce que tu sens qu'il y a comme une demande de plus en plus croissante, ou est-ce qu'au contraire ça tire sur les prix? Quelle est l'évolution un petit peu à ce niveau-là? Il y a un changement avant Covid, pendant Covid et après Covid. D'accord. Quand la législation est apparue, en tout cas qu'il y aura un changement qui sera à venir, on avait tout cet esprit d'être éco-responsable. On veut consommer différemment, on veut avoir un impact environnemental différent. Tout le monde était prêt à mettre la main à la poche pour passer du plastique à une matière végétale. Quand on a eu le Covid, il y avait toujours cette même envie de consommer différemment, encore plus quand on était enfermé, qu'on était confiné. Et la notion de prix était mise de côté, parce qu'on avait cette envie de se dire qu'on fait du bien à la planète. Post-Covid, tout le monde a tiré la langue. Tout le monde aujourd'hui parle prix. Ah ouais. Exit cette idée d'éco-responsabilité, cette idée d'environnement, du respect de l'environnement. Aujourd'hui, la rentabilité maximale, c'est le prix. Et là, effectivement, j'ai de la concurrence très agressive, puisqu'on passe en fait d'un prix d'une paille en plastique qui était environ à 1 centime, voire 2 centimes, à moins une paille en matière végétale, par exemple la paille en canne à sucre, les premiers prix, elle est entre 5 centimes et 7 centimes. Donc on est quand même sur une différence très importante quand on brasse du flux et qu'on a des volumes très importants. Ouais. Donc le changement à certains prix. Mais j'aime bien prendre l'exemple de la télévision 16 neuvième où quand les écrans plats sont sortis, ils étaient tous très chers. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde a un écran plat chez soi. Exact. Et les prix ne sont pas les mêmes. Ouais. Donc je pense qu'on va y arriver. Ouais. Le changement est en train de se faire et on va forcément tirer les prix vers le bas puisqu'on est sur quelque chose d'innovant. Oui, plus tu as du volume, plus tu vas pouvoir réduire. Oui, et plus ça devient la norme, plus effectivement on va avoir des prix attractifs qui permettront à tout un chacun de se retrouver. Ok, c'est intéressant. Mais alors je me demandais du coup cet impact du Covid, est-ce qu'il y en a qui ont carrément fait marche arrière, qui étaient partis sur ce type de produit et qui finalement disent non, on revient à du carton ou à du... Oui, alors la notion de prix, alors on va parler de la législation, la notion de prix aujourd'hui est très importante, aussi bien pour le foyer moyen. Ouais. On est tous des particuliers, on fait tous nos courses, on est beaucoup plus vigilants aujourd'hui à nos dépenses. Ouais. C'est la même chose pour le restaurateur qui pendant 2 ans a été confiné, a eu son activité mise en péril. Aujourd'hui, la notion de prix est très importante, même au détriment de la qualité. Ouais. Donc le carton est aujourd'hui mon concurrent
premier, parce que c'est la solution qui a été le plus utilisée, la moins chère et la plus facile à trouver pour l'ensemble des distributeurs sur place. Donc oui, il y a une concurrence réelle. Il y a un prix aujourd'hui qui est annoncé. Maintenant, je travaille différemment. Mon positionnement est sur du positionnement moyen haut de gamme. Je préfère fidéliser aujourd'hui un client qui va vouloir travailler sur la qualité que sur un client qui va travailler sur le prix. Je ne suis pas dans cette optique-là. Ramener au prix d'un cocktail qu'on va payer 10-15 euros. La paille aujourd'hui, quand vous décidez de prendre une paille de Krull Paille, c'est que vous savez qu'il y a un service derrière, il y a un concept, il y a une qualité. Mais la qualité aujourd'hui, elle se paye. Alors, on n'a pas fait le tour de tous les produits, parce que là, je vois plein d'autres boîtes autour de la table. Exactement, je sens qu'il y a le côté gourmand qui ressort à ton niveau. Alors oui, le produit phare, c'est la bagasse. J'en ai fait ma spécialité. Tous les produits que je mets à disposition sont des produits exclusifs. Je suis le seul à le faire sur les Antilles-Guyane. Parce qu'on est sur un modèle économique unique. À défaut de jeter la paille, on peut la manger. J'ai aussi une paille comestible. Et là, je vais faire ressortir ton côté gourmand. Mais celle-là ne se mange pas. Elle ne se mange pas. Elle se mange pas. D'accord. Elle est compostable, mais elle se mange pas. Exactement. En fait, j'ai des pailles comestibles qui sont fabriquées en fait, à base de sucre de glace. C'est un bonbon. Ah ouais. Et elles vont tenir 40 minutes dans la boisson. Ok. Et au bout de 40 minutes, elles vont se ramollir. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une touche gourmande qui ne va pas altérer le goût de la boisson. Et on peut la manger. Ça sent les bonbons pèse qu'on a. Exactement, les bonbons qu'on avait en collier, tu peux la manger. Je mange ? Ah, tu peux. De toute façon, elles sont pour toi. C'est un bonbon. Et on est vraiment sur un goût sympa. Donc ça, c'est aussi au vert. On a le parfum aussi fraise. Et l'idée, c'est vraiment de proposer une touche gourmande. Waouh. Donc à la fin, là, pour le coup, c'est plus que composté, elle disparaît, quoi. Exactement. À défaut de la jeter, on la mange. Donc on est vraiment sur un produit. Alors, j'ai changé le packaging. On est sur un packaging de boîte de 16 pailles. D'accord. Parce que pendant le Covid, qui est quand même une période de fast, c'est très récent, j'ai eu beaucoup de demandes de particuliers qui étaient confinés, qui voulaient siroter un cocktail, qui voulaient profiter et qui voulaient ne pas spécialement acheter 200 pailles, mais acheter un petit format d'une dizaine, voire vingtaine de pailles. Et aujourd'hui, j'ai un format de 16 pailles dans les boîtes. Et donc ça, les particuliers peuvent les acheter, on les retrouve en grande surface ici Exactement. Aujourd'hui, j'ai 2 casquettes. J'ai une casquette de distribution directe, parce qu'on va parler aussi des équipes, parce que Krull Paille, c'est pas que Boris Bourdon. J'ai des commerciaux sur la Martinique, j'ai des commerciaux sur la Guyane, j'ai des commerciaux aussi sur la Guadeloupe. L'idée, c'est que j'ai des clients en direct, bar, restaurant, hôtel. Je travaille aussi avec la grande distribution depuis 1 an. Et la grande distribution, ce sont des produits que vous pouvez retrouver sur les 3 départements. On peut les citer, les Carrefour Market, les Carrefour, les Hyper-U. Je travaille avec eux et aujourd'hui, les particuliers peuvent se faire plaisir et trouver les pailles. Ça se conserve du coup plutôt au frigo, au frais ou On est sur un endroit sec. Endroit sec, à éviter le soleil forcément, puisqu'on est sur un bonbon. Et surtout éviter l'humidité. Donc, du coup, j'ai changé mon packaging et j'ai décidé de travailler essentiellement avec les particuliers. Donc, ces pailles, vous pouvez effectivement les trouver dans la grande distribution, mais dans des endroits spécialisés comme des distilleries, où il y a un flux de touristes intéressant, dans des parties fiesta, jouets club, pour les anniversaires, les mariages. Donc, on est vraiment sur une touche gourmande qui a un côté festif. Ok, super. Alors, donc ça, c'est des pailles comestibles. Tout à fait. Je la finirai tout à l'heure. Mon fil conducteur, c'est vraiment être innovant et éco-responsable. C'est vraiment mon sport aujourd'hui. Chacun fait sa part. Je fais la mienne. En mutualisant des alternatives qualitatives et en les proposant à tout un chacun, aussi bien professionnel qu'aux particuliers. Et alors, ça, c'est intéressant parce que tu parles d'innovation. Alors, on voit que déjà, c'est des produits qui sont innovants. On n'a pas l'habitude de voir ça. Il y a une problématique. Là, c'est un autre produit alors, qui est déjà sorti ou qui va sortir Alors, en fait, qui est déjà sorti. Aujourd'hui, mes clients, ce sont des restaurateurs, des bars, des hôtels qui ont énormément de besoins sur la vente emportée, sur la restauration et qui sont en constante demande d'innovation. Quand on a eu le Covid, la vente emportée était généralement celle publicité par tout un chacun parce qu'on ne pouvait pas sortir, mais il fallait quand même qu'on se fasse plaisir. Et la législation est aussi pour le plastique à usage unique pour les couverts. La solution qui est plébiscitée aujourd'hui, ce sont les couverts en bois. Les couverts en bois, quand vous allez dans un restaurant prendre un plat emporté, on est sur du bois. Sauf que le bois reste
attractif au niveau du prix, mais pas forcément qualitatif en termes de goût. C'est pas évident de manger avec une fourchette en bois, ça reste accroché. Tout à fait. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai proposé des solutions dans un premier temps avec des kits couverts en noyau d'avocat. Ouais. Donc on est sur quelque chose d'innovant. Et la petite subtilité, c'est que je savais que mon produit était plus cher. Ouais. On passait d'une solution environ à 20 centimes avec un kit couvert, donc fourchette, couteau, serviette. Et moi, j'étais entre 40 et 60 centimes. Donc beaucoup plus cher. Quand on est sur du volume, c'est important. Ouais. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour optimiser le prix? J'ai créé un packaging avec un support de communication qui me permet aujourd'hui de vendre ce support de communication. Donc, tu peux le montrer. Hein. Là, volontairement, j'ai mis Guadeloupe, l'île aux Belles Eaux, mais j'ai la même chose en Martinique et la même chose en Guyane. Et ce support de communication, il est utilisé par aussi bien des entreprises privées, des associations, qui me permettent en fait de diminuer le coût du produit, qui est déjà entièrement financé par la pub, et être compétitif par rapport au bois. Donc ça, c'est une manière intelligente de faire passer un produit qui est plus cher, éco-responsable. Donc tu utilises la publicité et le marketing dans un but positif de commercialiser. Et je vais même au-delà, c'est-à-dire que la matière première, par exemple, sur le noyau d'avocat, en fait, c'est on récupère le noyau, c'est d'extraction, et c'est une matière première que je trouve au Mexique. On n'en a pas suffisamment en Guadeloupe, malheureusement. D'accord. Par contre, j'en ai fait un produit local. Le packaging fabriqué dans une imprimerie ici, conditionné par une association d'insertion, qui est la GIPSA, donc je peux la citer, avec des travailleurs en insertion. Et j'utilisais aussi des boîtes de conditionnement fabriquées à l'usine de carton de Baïf. Oui. Donc c'est un produit qui commençait à très bien fonctionner, avec beaucoup de demandes, sauf qu'on a eu Fiona qui est passée. L'usine de carton de Baïf sinistrée. Ah oui. J'ai arrêté ce produit à cause de ça. Et je suis en train de travailler sur une autre matière. Donc là, celle que tu as, c'est de l'algue. Donc on est capable d'utiliser en fait des ressources naturelles qu'on a autour et d'en faire des produits finis. Et alors ça, c'est assez impressionnant parce que sans y prêter attention, on pourrait penser que c'est du plastique. Exact. Même si ça a un côté plus, plus rigide, plus solide, que du plastique. Et en fait, c'est de l'algue. C'est 100% algue. Exactement. Et on est sur du hockey compost. Donc on est sur de lien naturel et on est sur un produit qui peut se composter directement chez soi. D'accord. Ok. Bon, ben super intéressant. Cela, on est plus ou moins sur une exclusivité à ton niveau, puisque j'ai pas communiqué dessus. Tu regarderas sur mon site, il n'y a pas d'informations. Effectivement. Mais tout ça pour dire qu'on est capable aujourd'hui d'innover avec très peu de choses en fait en soi. L'idée, c'est de pouvoir avoir une envie d'être éco-responsable, c'est un état d'esprit, mais qui n'est pas dénué de logique économique. Bien sûr. Une fois qu'on fait, on a des points de convergence, on est capable effectivement d'avoir ce type d'idées et de les proposer. Et alors, il y a une question que je me posais parce que finalement, même si ces pailles-là, tu les importes, le conditionnement est local, du coup c'est un produit local. Est-ce que tu pourrais avoir la labellisation produit pays qu'on voit souvent? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Oui. Alors, je suis en train de... En fait, mon activité est récente. Ça fait 4 ans que j'existe, même si je suis la référente dans le secteur d'activité. Mais l'innovation, elle est constante. Quand on est entrepreneur, des idées, on en formule tous les jours. Maintenant, il faut les appliquer de manière intelligente. J'ai créé aujourd'hui un réseau de distribution. J'ai un fichier client, on peut parler de chiffres. Aujourd'hui, Krellpie, c'est plus de 300 clients sur les 3 départements. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, j'ai une base sur laquelle je peux travailler. J'échange beaucoup avec mes clients qui me font des retours. Là, les retours terrain sont intéressants pour pouvoir apporter des solutions. Aujourd'hui, on parle de paille, on parle de couvert. On peut parler aussi de la tasse comestible. Mais il y a d'autres choses sur lesquelles je suis en train de travailler qui peuvent être faites au local. Alors, c'est ça justement ma question, parce que la première fois que j'ai entendu parler de paille à base de bagasse de canne à sucre produite en Guadeloupe, distribuée en Guadeloupe, je me suis dit, ok, il y a quelqu'un qui s'amusait à faire des tests avec notre bagasse locale, à produire des pailles et à le faire. Finalement, comme tu me disais à l'instant, c'est d'avoir les réseaux de distribution, d'avoir ta mission de l'entreprise qui est claire avec des produits biosourcés, compostables, locaux. Est-ce que tu envisages d'aller plus loin et de les produire avec des matériaux aussi premiers locaux? Oui, alors par exemple pour la bagasse, je prends l'exemple de la bagasse, on n'a pas aujourd'hui suffisamment de matières premières déjà pour faire du sucre et du rhum. Donc je suis déjà limité par rapport à ce produit pour le produire en volume. Donc ça, j'ai des limites.
Maintenant, on a d'autres matières premières. Je ne vais pas tout dévoiler parce que je suis en train de travailler sur un projet. Et là, je vous donnerai rendez-vous dans 2 mois. Ouais. On est capable d'utiliser des matières végétales à forte valeur ajoutée et d'être sur un positionnement haut de gamme. Et là, de l'internationaliser sans aucun problème. D'accord. Et donc des matières végétales locales. Tout à fait. Qui sont disponibles en quantité. Et gratuitement. Et gratuitement. Exactement. Là, tu aiguises ma curiosité. Ah oui, mais c'est pour ça que je donne rendez-vous dans 2 mois. Okay. Non, alors oui, il y a du gratuit, mais il y a d'autres choses que je vais utiliser. Et là, je fais appel en fait aux forces vives du pays. D'accord. Mais je ne peux pas tout dévoiler, puisque voilà, je suis en train de travailler dessus, je suis en train de déposer des brevets. D'accord. Mon modèle économique aujourd'hui, tu l'as bien compris, j'ai mutualisé des alternatives. Ouais. J'utilise des forces vives à l'extérieur et j'en fais un produit local. Mais on est capable de tout faire en local. Maintenant, il faut trouver le juste milieu. Et le problème du juste milieu, c'est que je ne peux pas faire du cheap avec une logique économique. Je suis obligé de me positionner sur du haut de gamme ou brasser du volume. Et j'ai trouvé l'idée. D'accord. Donc rendez-vous dans 2 mois. Bon, mais j'ai bien hâte de voir ça. Oui. C'est vrai que c'est souvent une des problématiques qu'on a ici, que ça soit dans l'agro-transformation ou autre. On est en concurrence avec l'Asie, même ne serait-ce qu'avec les autres îles de la Caraïbe. Et mon produit que je vais fournir, que je vais fabriquer, j'ai de la concurrence. J'ai de la concurrence sur l'Amérique, j'ai de la concurrence sur le Brésil, j'ai de la concurrence partout. Par contre, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait dans la Caraïbe et dans les Antilles. D'accord. Ah, mais je vous vraiment donner envie de demander la suite et de me suivre par la suite. Donc, pour ceux qui veulent se connecter, j'ai aussi des réseaux sociaux qui sont disponibles. Alors, oui, c'est l'occasion de les donner. Alors, ça me permettra de parler de l'équipe. Crolpaille, aujourd'hui, c'est un président. Mais j'ai aussi une épouse qui m'accompagne au quotidien, qui est DRH de métier, qui m'a beaucoup aidé sur aussi la partie administrative. J'ai des commerciaux qui sont passionnés. Quand on fait une activité comme celle-ci et on est aux portes de l'innovation, c'est qu'on est avant tout passionné et avec avoir aussi cette envie de contact et de relationnel. Donc j'ai des commerciaux, j'en ai 2 sur la Martinique, j'en ai 1 sur la Guyane et j'en ai 1 sur la Guadeloupe. J'ai aussi un chargé de com avec qui je travaille. Donc, voici un petit peu l'équipe de Crolpaille aujourd'hui. D'accord. Et c'est des jeunes du territoire que tu as formés qui... C'est des jeunes de territoire, tout à fait. En Martinique, ce sont des Martiniquais, en Guyane, c'est Guyanais, et en Guadeloupe, idem. Donc, en fait, on est sur de la montée de compétences, mais je n'ai pas eu grand-chose à faire puisque mes commerciaux avaient déjà cette compétence commerciale, mais cette envie de transmettre, de pouvoir partager et d'apporter en fait une solution. J'ai pas un produit technique. Aujourd'hui, la paille, j'ai rien inventé, la paille existait avant que je sois là. Mais j'ai de la qualité. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de vendre de la qualité, même si elle est plus chère qu'un produit basique. Mais on a cette envie de pouvoir répondre à un besoin. À propos d'équipe, là, est-ce que tu as eu des difficultés à recruter? Est-ce que, au contraire, de par ton produit, ça a suscité un enthousiasme et tu avais beaucoup de... Non, oui. En fait, les ressources humaines, ça reste la plus grosse problématique de toute entreprise. On peut avoir le meilleur produit. Par contre, si on n'a pas d'homme derrière, c'est compliqué. C'est vrai. Donc, oui, trouver un commercial, je vous dirais, c'est facile d'avoir quelqu'un qui vend, mais qui a une philosophie qu'on partage. Et c'est là que je parle souvent de culture d'entreprise. La culture d'entreprise, pour moi, elle est identifiable au commercial qui va mettre le t-shirt de Crolpaille et qui va être content de jouer, par exemple, au football ou d'aller faire ses courses avec, parce qu'il est fier d'avoir son entreprise et de mettre en avant les valeurs d'entreprise. J'attache beaucoup d'importance à ça et aujourd'hui, c'est très compliqué d'avoir des commerciaux ou même des personnes qui ont cette culture d'entreprise. J'en ai, vu que l'équipe est petite aujourd'hui et on s'agrandit. D'ailleurs, je cherche à nouveau un commercial sur la Martinique où il y a encore des besoins. Donc, mais trouver des fois les bonnes personnes, c'est compliqué. D'accord. Ouais, parce que tu as ce niveau d'exigence, effectivement. Oui, mais en fait, c'est les relations humaines sont en fait un prolongement de la culture d'entreprise, sont un prolongement de l'entreprise, sont un prolongement de ce qu'on a en fait envie de véhiculer, et c'est pas donné à tout le monde. Voilà. Ouais, effectivement. Par rapport à tes projets à venir, de faire du local, de travailler sur des prototypes, etc., est-ce que tu te fais accompagner de structures
au niveau financier ou technique? Je pense à l'ADEME ou BPI France ou ce genre de... Alors, l'entrepreneur est souvent seul. Ouais. Je pense que c'est la problématique de tout le monde. On est souvent seul. Pourquoi? Parce que des fois, on n'a pas envie de se faire piquer l'idée. Parce que notre entourage ne comprend pas forcément, n'a pas le même langage que nous. Donc, les accompagnements, j'en ai eu, financiers, mais post-création. Parce que quand j'ai négocié mon départ avec mon établissement bancaire, j'ai surtout utilisé mes fonds propres. Ouais. Parce que je voulais aller plus vite, ne pas dépendre en fait de collectivités ou d'éléments externes. Et je voulais avoir la maîtrise sur ma stratégie commerciale. Donc, j'ai mis mon argent. Passé Covid, j'ai demandé des accompagnements, puisque mon expérience professionnelle me permettait justement de faire des dossiers de financement. Donc, BPI, par exemple. La BPI, souvent, pas très souvent utilisée, mais ils peuvent accompagner. Donc, la BPI. Et forcément, des accompagnements bancaires. Donc, mais là, on est dans une logique financière que je maîtrise, puisque c'était mon ancien métier. Oui, donc, sur ça, j'ai pas de problème. Mais aujourd'hui, oui, le nerf de la guerre, ça reste aussi la trésorerie. Oui. Et le secteur d'activité dans lequel j'évolue, j'ai aujourd'hui énormément de difficultés par rapport à des créances qui sont en suspens, parce que j'ai des clients qui me payent en décalage. Oui. J'ai de très bons clients. Parce que j'ai choisi aussi avec qui je voulais travailler, mais j'ai des clients qui ont aussi des difficultés, qui privilégient le paiement des salaires que de paiement de fournisseurs. Est-ce que tu as pensé à un modèle, j'y pense à l'instant là, qui te permettrait éventuellement d'améliorer ce problème de trésorerie, un modèle d'abonnement? Alors j'y ai pensé, mais dans mon secteur d'activité, c'est pas possible. Pour une simple bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, le restaurateur a le choix des fournisseurs. Le choix des fournisseurs. Ah oui. Surtout dans mon secteur d'activité où la paille aujourd'hui, mettez-vous à sa place, il y a 5 ans, la paille, c'était un détail dans le restaurant. Et je vous confirme que c'est toujours un détail, parce qu'indépendamment des hôtels qui ont des économes qui prévoient le stock en avance, je suis souvent appelé à la dernière minute parce que la paille, on ne l'a pas prévue. Ouais. On a prévu la bouteille de champagne qui a une forte valeur ajoutée, mais on n'a pas prévu la paille pour les cocktails. Ouais. Donc aujourd'hui, le principe d'abonnement est très compliqué à mettre en place, parce que la fidélisation, elle est très volatile dans ce secteur d'activité. Ouais. Aujourd'hui, vous avez un restaurant qui ouvre, qui a un très beau concept. Dans 2 ans, il est fermé. Donc, essayer d'avoir une politique sur du long terme, c'est compliqué dans ce secteur d'activité. D'accord. Donc, voilà. Donc, mon modèle économique, il fait ses preuves. Il a des limites. Aujourd'hui, j'ai des limites. Donc, je suis en train de m'orienter différemment, de faire un reset et de regarder comment je peux paramétrer différemment. Mais j'ai des problématiques que tout le monde rencontre aujourd'hui. D'accord. Il faut savoir juste rebondir. Ouais. Très bien. À propos de rebondir et d'entrepreneuriat, si tu avais des conseils à donner à des jeunes qui veulent se lancer dans une entreprise, alors dans le domaine de l'éco-responsabilité ou autre, oui. Qu'est-ce que ce serait? Alors, je vais répondre à ta question en disant que je suis beaucoup pour la transmission. Tu parles de jeunes, j'ai l'occasion d'accompagner des jeunes sur des journées éco-responsables, que ça soit en Guyane, en Guadeloupe. L'idée, c'est que la transmission est intéressante, parce que j'aurais bien aimé être à la place de jeunes, avoir ce retour d'expérience pour pouvoir avoir une autre vision. Si j'avais un conseil à donner, c'est de pouvoir répondre à 2 questions. Les 2 questions, c'est à qui je vends, comment je vends. À qui je vends permet de déterminer en fait la stratégie commerciale, et le comment je vends permet de déterminer le réseau de distribution. Quand on a la réponse à ces 2 questions, généralement on a un projet qui est ficelé. Autre conseil que je pourrais donner, c'est qu'on a le droit de se tromper, mais on n'a pas le droit de rester inactif. D'accord. Voilà, donc à ma petite échelle, ce seraient peut-être les 2 conseils que je donnerais aujourd'hui. Ben, très bon conseil. On espère qu'ils vont être suivis et que ça va donner la motivation, l'inspiration à certains de se lancer dans... Tout à fait. C'est définitivement un domaine qui va être de plus en plus porteur, et ça fait plaisir de voir que ton entreprise se développe. Donc je te souhaite tout le succès que tu mérites. Écoute, merci. Alors, moi, je vais conclure peut-être par un jeu de mots. J'étais ancien banquier, mais il faut croire qu'aujourd'hui, un banquier peut se retrouver sur la paille. Ouais, sur la paille, mais ouais, de manière figurée. Ouais. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, merci pour l'invitation. Et oui, l'innovation aujourd'hui reste un secteur où il y a tout à faire. Je pense que le Covid nous a mis dans nos retranchements en nous disant qu'aujourd'hui, on peut faire par nous-mêmes. On peut créer de la richesse avec ce qu'on a autour.
Il faut juste passer de l'idée à la concrétisation. Passer à l'action. Exactement. Excellent. Merci Boris. Merci à toi. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Si vous avez aimé, je vous invite à liker, à vous abonner à la chaîne, à commenter, ça nous intéresse. C'était Bertrand Viret, Régénération Caraïbes, le podcast de la transition écologique et énergétique dans la Caraïbe. Écoute. Régénération Caraïbes, le podcast. Régénération. Écoute.